Regardez. Voilà, ne bougez pas, on va parler logement dans un instant. Je vais appeler les intervenants à nous rejoindre. Offrir un logement décent pour tous en Outre-mer, en disposant bien certes d'outils, on a en parlé de ces outils, et puis des outils adaptés aux besoins de chaque territoire. Pour en parler, eh bien, Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni, représentante de l'ACEDOM au bureau de l'AMF. Installez-vous, Madame Charles. Serge Hoireau, le président de l'association des maires de la Réunion. Jocelyn Sapotil, le président de l'association des maires de la Guadeloupe. Thierry Repentin qui est maire de Chambéry, mais surtout ici vice-président de l'Association des maires de France et grand spécialiste du logement. Nous avons aussi avec nous ce matin Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe, élue municipale à Morne-à-l'Eau, mais aussi secrétaire de la délégation sénatoriale des Outre-mer. Voilà, on se salue. Et puis, vous avez avec vous ce matin également, on l'a entendu, Maurice Gironcel. Maurice Gironcel qui est le président d'Interco Outre-mer. Et Jean-Marc Henry, vice-président de l'Union sociale de l'habitat Outre-mer. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez pris place. Non, monsieur, voilà, si vous bien vous installer. Et là encore, un sujet qui flambe, un sujet prioritaire, mais un sujet aussi qui inquiète. Et ce n'est pas un hasard si l'Association des maires de France a retenu cette thématique pour être l'un des deux débats de cette rencontre des maires des Outre-mer, des élus des Outre-mer. Le logement Outre-mer, peut-être deux chiffres pour comprendre la situation. 80% des habitants qui sont éligibles au logement social, mais la part des habitants qui sont hébergés dans ce logement social n'est que de 15%. Voilà le gap, voilà le delta. Comment on répond, comment on peut le combler, ce gap? Eh bien, là encore, on va entendre la voix des présidents d'associations départementales de maires. Et on va commencer, si vous voulez bien, on gardera les échanges pour la fin de matinée, après les débats. Et on va se taire peut-être pour écouter la parole des présidents. Et en commençant par le président des maires de la Réunion, maire de Petite-Île, Serge Hoireau. Alors, il se trouve qu'en plus, vous travaillez pas mal sur ce sujet du logement en ce moment. Merci, si vous voulez bien taire les conversations personnelles pour qu'on puisse entendre nos intervenants. Je le disais, aujourd'hui, la Réunion, 35 000 de demandes de logement et vous avez travaillé sur un manifeste sur le logement social. Oui, merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous, mes chers collègues et les personnes en vos grades et qualités. Si nous avons pris ce sujet à bras-le-corps, c'est parce que nous voulons sortir des simples constats que nous réalisons régulièrement et se dire comment relancer, redynamiser la construction du logement aidé, du logement social en particulier sur notre territoire. Vous avez déjà fait l'annonce de quelques chiffres importants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut avoir une population qui retrouve sa dignité, il faut commencer par caler un toit. Ensuite, un travail, parce qu'on voit bien aujourd'hui la difficulté. Même ceux qui travaillent parfois ont du mal à se loger et ne retrouvent pas forcément de solution. Alors, la difficulté que nous rencontrons à La Réunion, c'est que nous sommes sur une île, comme l'ensemble des amis présents ce matin, et souvent nous subissons les doubles peines. L'éloignement, la difficulté d'avoir des coûts de matériaux acceptables pour construire du logement social, et nous avons ensuite une ligne budgétaire unique
que souvent l'État nous dit qu'elle est abondée, mais cette ligne budgétaire unique concerne que l'aide à la pierre. Et pour construire du logement dans nos territoires, il faut commencer par aménager le foncier. Et c'est là où le bât blesse, parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens avec nos intercommunalités, avec nos autres collectivités, régions ou départements pour le faire. Et c'est vrai que le constat qui est souvent dressé, c'est que nous ne consommons pas suffisamment notre ligne budgétaire unique. Tout simplement parce que le problème est pris à l'envers. On est prêt pour nous financer de l'aide à la pierre alors que nous n'arrivons pas à faire du foncier l'élément numéro 1 pour construire. Donc c'est une vraie problématique que nous rencontrons. Et aujourd'hui, cette crise du logement social qui est extrêmement prégnante chez nous est en train d'aboutir sur une autre crise, la crise économique, puisque avec la flambée des coûts des matériaux, avec la difficulté pour nous de trouver aussi de la ressource première, hein, puisque nous sommes sur les îles et la problématique, par exemple, chez nous, des carrières est un vrai sujet, eh bien, nos bailleurs sociaux qui, lorsqu'ils décrochent des appels à projets auprès des communes, lorsqu'ils lancent les consultations pour retenir des entreprises, ces bailleurs sociaux, aujourd'hui, doivent faire face à des marchés qui restent infructueux, parce que nos entreprises n'arrivent plus à répondre au marché parce que tout simplement on a du mal à faire face à la flambée des prix. Donc nous avons cette crise du logement qui aboutit sur une crise sociale, mais on a aussi cette crise du logement qui aboutit sur une crise économique. Et vous le savez, quand le BTP va, tout va. Et aujourd'hui, nous avons aussi un secteur du BTP malade sur nos territoires et une vraie politique du logement. Et une vraie relance du logement social sur nos territoires permettrait également de sortir nos entreprises dans le marasme économique qu'elles sont en train de traverser actuellement. Donc vous voyez, ce sont des sujets extrêmement liés qui concerne l'ensemble des territoires. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé à l'Association des maires de la Réunion de faire de ce sujet un sujet prioritaire. Il y en aurait tellement d'autres, mais nous avons fait ce choix. Voilà, pour cette un année. manifeste que vous avez... Et nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs du logement social, hein, 60 personnes qui sont venues coproduire avec nous un document où on est sorti, je le répète, des constats, parce que les constats, on en a fait trop souvent, nous ne faisons que des constats, et nous avons travaillé sur aujourd'hui des éléments pour ouvrir des pistes, des actions, pour passer à l'action, pour essayer véritablement de redonner un élan à la politique du logement social à La Réunion. Merci Serge Hoareau. Alors on reviendra peut-être dans le débat sur des propositions qui sont dans le manifeste. J'ai évoqué la question frontière qui pour moi est une priorité, la question des normes également, la question aussi d'aller chercher le matériau. On nous oblige d'avoir des matériaux aux normes européennes, aux normes françaises, alors qu'à côté de chez nous, on a aussi l'Afrique du Sud qui construit du logement social et du logement aidé. Et pourquoi ne pourrions pas nous aussi se fournir en Afrique du Sud? En bilan carbone, on serait déjà gagnant, et en facilité de fourniture, je pense qu'on le serait également. Donc il y a comme ça... Voilà, tous ces éléments qu'on versera au débat, et on va justement maintenant voir comment on répond à la Guadeloupe. Et avec vous, Jocelyn Sapoti, vous en êtes le président de l'association des maires du Lamentin. Alors, il y a construire, et puis il y a aussi s'occuper du parc actuel. Parfois, ce parc, il connaît aussi des vacances importantes de logement. Donc, là aussi, des paradoxes, mais aussi une complexité du dossier. Oui, c'est l'une des contradictions. Mais le premier problème, puisqu'on parle du logement, il faut prendre la question du logement, je dirais, de manière holistique, politique, globale. Mon premier problème, c'est le taux d'éligibilité. Mon problème, ce n'est pas qu'il y ait 80% de Guadeloupéens éligibles au logement social et on n'arrive pas à y répondre. Non, c'est pourquoi on a 80% de Guadeloupéens éligibles, et ce n'est pas forcément répondre pour qu'on puisse donner du logement social à 80% des Guadeloupéens, mais faire en sorte qu'il n'y ait plus 80% de Guadeloupéens éligibles au logement social. Et c'est la question du développement social, du développement économique. C'est la question du développement économique. C'est mon premier problème. Deuxième problème maintenant, est-ce qu'il faut faire du logement pour loger les gens, ou est-ce qu'il faut faire du logement de manière qualitative et de manière quantitative pour habiter un pays et pour aménager un pays? Et c'est ça la véritable question, et ça va répondre directement à votre question sur le taux de vacances, qui est une contradiction.
On n'arrive pas effectivement à répondre à la demande, mais on a quand même des taux de vacances qui sont importants. Ce qui veut dire qu'en matière de qualité de logement social, en matière d'offre de logement social, il y a effectivement une contradiction et la demande ne matche pas avec l'offre. Donc ça c'est important. L'équilibre du territoire, oui. Construire où et construire pour qui maintenant? On construit pour qui? Notre population est une population vieillissante. Notre population est une population où il y a une demande à l'accession à la propriété. Habiter son pays, être propriétaire dans son pays. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre effectivement qu'une fraction importante de demandeurs de logements sociaux accèdent à la propriété? Qu'est-ce qu'on fait pour une population de plus en plus vieillissante où on trouve une population isolée qui demande à se regrouper, à vivre dans des maisons seniors avec des services? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Donc voilà toutes ces questions-là que nous posons et qu'à l'Association des maires de Guadeloupe, nous avons posé avec les professionnels du bâtiment, nous avons posé avec les bailleurs sociaux en leur disant, nous savons que vous voulez faire du chiffre, nous savons effectivement que le logement social c'est presque une rente, mais aujourd'hui nous sommes là pour aménager un pays et pour habiter un pays. Construisons maintenant en faisant du qualitatif. Voilà, et puis d'autres éléments que vous voulez porter dans ce débat, qui sont des éléments très concrets en Guadeloupe, c'est la question du logement social diffus. Et puis derrière, quand vous disiez pas seulement loger, habiter, c'est aussi penser à l'eau, à l'assainissement, à tout ce qui fait qu'on aménage autour de ces logements. Oui, tout à fait. La Réunion a plus ou moins, mon collègue a plus ou moins dit effectivement, ce n'est pas l'aide à la pierre qu'il nous faut, c'est l'aide à l'aménagement du territoire. Oui, prenons en compte bien sûr la question de l'assainissement. On a vu des programmes livrés, rester 2 ans en attente effectivement, tout simplement parce qu'on n'a pas su régler le problème de l'assainissement en amont, le problème de l'eau potable. Et puis oui, la question bien sûr du logement social diffus, qu'on n'arrive pas à régler, à proposer en Guadeloupe, tout simplement parce que nous avons une difficulté sur la question foncière, nous avons une difficulté sur le fait, effectivement, que chez nous, en Guadeloupe, eh bien, il y a beaucoup de terrains qui restent dans l'indivision et l'offre de logement social diffus pourrait répondre à cette demande-là, à condition de régler les problèmes de l'indivision. Voilà, on voit bien là encore dans ces questions de logement, la question du stock et du flux, comment bien, le parc actuel il peut être mieux mobilisé, et on y viendra dans un instant. Je donne la parole à Sophie Charles, maire de Saint-Laurent du Maroni, représentante de l'ACEDOM au bureau de l'AMF. Et justement, l'ACEDOM tenait congrès la semaine dernière et vous avez parlé logement et vous avez fait des propositions sur le logement. Oui, effectivement. Bonjour à tous, en vos grades et qualités, bien sûr. D'abord, moi, je pense qu'il faut poser la question, et le collègue a raison, comment habiter en Outre-mer? La question, c'est comment habiter en Outre-mer. Et la première question fondamentale, c'est mettre à disposition le foncier, et en particulier le foncier de l'État avec les financements nécessaires à son aménagement et à son équipement. Ça, c'est la première question pour conduire durablement les politiques publiques d'aménagement et d'habitat en Outre-mer. Ce préalable-là va nous permettre ensuite de décliner un certain nombre de propositions que sont la relance, par exemple, de l'accession sociale très sociale, mais surtout en adaptant les critères aux Outre-mer. L'accession à la propriété, c'est la volonté de tous les ultramarins. Il faut vraiment que nous soyons là-dessus, sur un sujet qui est difficile, et puis mettre en place le PSLA très social, vraiment, parce que les conditions de vie dans nos territoires sont difficiles et les ménages ont d'énormes difficultés aussi. Bien sûr, il faut lever les freins et les normes que nous avons, diversifier l'offre de l'habitat au regard des besoins des territoires et apporter aussi des réponses au vieillissement des populations, qui c'est vraiment une problématique prégnante sur les Antilles, par exemple, où le vieillissement de la population fait que nous devons penser à mettre de l'habitat dédié. Mais aussi, il faut penser à l'habitat dédié pour les jeunes, parce que nous avons dans les Outre-mer 2 grands
volant, c'est les populations vieillissantes et d'un autre côté, toutes les populations qui sont très jeunes et très dynamiques. Ensuite, il faut vraiment adapter les plafonds de ressources et de loyers pour favoriser l'accès à toutes les familles modestes à un logement digne et durable. Parce que souvent, pour 10 € de dépassement d'un plafond, eh bien, la famille n'a pas droit au logement. Et on prend, ça arrive dans certaines villes qui sont proches l'une de l'autre, on va voir des populations déplacées d'une commune à une autre parce que les populations de la commune ont un plafond qui dépasse très légèrement le plafond pour accéder au logement et on va prendre une commune dans une autre commune, des familles qu'on va déplacer pour les mettre à côté. Et ça pose un problème. Ça pose un problème souvent dans les communes qui sont très proches et très peuplées. Parce que nous avons là des déplacements de population avec des modes de vie qui ne peuvent pas s'adapter. Les résidences sociales pour les seniors, nous en avons parlé, les résidences sociales pour les jeunes, et puis la mise en place de l'APL foyer, qui je pense va arriver très bientôt, mais je pense que c'était absolument nécessaire. Voilà, vraiment des points très particuliers voilà. Que vous avez voulu aborder dans ce congrès et dans la motion qui est issue du congrès, mais je vous laisse poursuivre. Pour Mayotte, nous avons une demande spécifique qui est de la mise à niveau de tous les minima sociaux qui ne sont pas les mêmes à Mayotte que dans tous les autres outre-mer. La compensation par l'État de la perte des ressources pour les collectivités locales au titre de l'exonération de la taxe foncière bâtie pour le logement social. Ça, c'est une demande très spécifique. Et puis, promouvoir vraiment la concertation régulière et entre les acteurs et se donner une stratégie pour les outre-mer. Ce sont les élus ultramarins, les collectivités qui doivent aussi participer et dire ce qu'ils veulent comme habitants en Outre-mer. La représentativité des ultramarins dans les instances nationales est une priorité. Nous devons être entendus. Parfois, ce qui est proposé dans l'Hexagone sur le logement social ne correspond absolument pas à ce qui peut être fait sur nos territoires. Ce n'est pas la manière d'habiter de nos territoires. Et nous parlons tout le temps du logement social, mais nous avons aussi un gros problème. Et je vais donner un exemple, c'est la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous avez des médecins, des enseignants, des personnes donc, qui ont les moyens d'habiter dans des logements intermédiaires ou de qualité, et il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va déclasser du logement social pour mettre des personnes parce que le médecin il n'a pas trouvé de logement, il faut le loger. Sauf que les moyens que nous avions il y a quelques années en termes de défiscalisation permettaient de faire du logement défiscalisé pour ceux qui peuvent investir, pour tous les salariés qui sont des salariés moyens mais qui peuvent avoir leur logement principal sur nos territoires. Donc il faut remettre les dispositifs de défiscalisation pour les Outre-mer, pour les habitants d'Outre-mer. Aujourd'hui, ce que nous avons, et la loi qui se terminera en 2025, c'est la loi Pinel, c'est pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur d'investir chez nous. Nous avons besoin que les ultramarins investissent chez eux, sur leur logement principal, sans plafonnement de ressources. C'est évidemment pas facile, mais ce sont les propositions que nous avons faites pour le congrès des Outre-mer de la CEDOM qui s'est tenu la semaine dernière. Et je voudrais donc rajouter quelque chose sur le logement en Outre-mer. C'est 110 000 logements insalubres pour lesquels il faut trouver une solution. C'est 70 000 logements sociaux à réhabiliter. Donc il y a vraiment du travail et je crois qu'il faut que tous ensemble, nous puissions permettre à nos populations ultramarines d'habiter dignement sur nos territoires. Habiter dignement sur les territoires. Merci Sophie Charles. Là aussi, lutter contre l'habitat indigne, travailler sur la réhabilitation du parc et puis répondre en matière de construction aux besoins de la population. Mais avant de construire, il faut trouver du foncier, vous l'avez dit. Et Maurice Gironcel, vous êtes le président d'Interco Outre-mer. Je rappelle aussi que vous êtes président de l'agglo du nord de la Réunion et le maire de Sainte-Suzanne. Hein. Mais effectivement, pour vous, Interco Outre-mer, tout commence avec le foncier. Tout à fait.
Ben, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis également président du syndicat électricité de La Réunion. Et l'énergie et aussi fait partie du logement. Alors, je voudrais simplement faire un petit clin d'œil donc, à notre maire qui nous accueille, André Santini. Je ne sais pas s'il est toujours là. Il a dit, donc, il a fait référence à quelqu'un que j'ai bien connu parce que j'ai, pendant quelques années, y compris travaillé ici en France métropolitaine, pendant 16 ans exactement, dont 12 ans en région Île-de-France, et j'ai milité au sein du Parti communiste français à l'époque, contre lui bien sûr. Hein, et donc, il y a des communistes vivants. Mais je voudrais simplement lui dire, eh bien, il y a encore un communiste vivant, c'est moi. Hein. Oui, alors venons-en au foncier. Sur la problématique du logement, notamment sur le foncier. Je crois que, vous le savez, offrir un logement à tous suppose un foncier disponible. Mais un foncier disponible, bien sûr, aménageable et abordable. Et le foncier à Mayotte, disponible et abordable, n'est pas la même chose, je prends deux extrêmes exprès, qu'en Guyane, où il y a du foncier, mais qui n'est pas abordable parce que ça appartient 90 ou 95% à l'État. Donc il y a ces problématiques du foncier. Au niveau de l'Interco, que je préside, et je suis également membre fondateur de l'intercommunalité des Outre-mer, qui a été donc créée en 2001, dans la commune du Lorrain, à l'époque, c'était Michel Talmancy, c'est bien Michel, hein, qui était maire donc du Lorrain. Maintenant, c'est mon ami Pamphile, qui nous a accueillis donc, à l'occasion du congrès de la CCDOM à Martinique. Donc, le problème du foncier, c'est effectivement un problème énorme. Et je crois qu'il y a aussi, il faut que nous avons donc élaboré et nous avons donc discuté avec l'ensemble des pays d'outre-mer. Et nous avons donc missionné une délégation qui est allée donc dans chaque pays d'outre-mer, depuis Mayotte en passant par La Réunion. Je parle des pays d'outre-mer, des DROM. Et donc, nous avons là aussi constaté qu'il faut absolument une véritable politique foncière. Il faut du politique foncière et surtout abordable, mais surtout également aménagée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on achète du foncier, je prends un exemple très concret. Par exemple, dans ma commune à Sainte-Suzanne, les collègues de nos amis de la gendarmerie ne sont plus là. J'ai donc, à la demande de la gendarmerie et de l'État, nous avons construit pour eux une nouvelle gendarmerie. Et ils étaient donc à l'étroit, là où ils étaient, et donc on avait négocié. Chose que je n'ai pas dû faire assez fortement, j'aurais dû le faire par écrit, mais je pensais que l'État, la parole était sacrée. J'ai négocié oralement en disant, ben voilà, nous on va vous construire des logements pour la gendarmerie, une gendarmerie toute neuve et tout. Et donc, on aura donc le foncier disponible en pleine ville. Au départ, c'était effectivement à l'euro symbolique. Et quand on arrive à l'arrivée, 750 000 €, 2000 m² en centre-ville. Et un bâtiment amianté, qu'il faut là aussi. Donc, c'est des exemples comme ça qu'on a partout. Mais pareil, je discutais avec Sophie Charles, en Guyane, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on leur donne, entre guillemets, on leur vend, au prix des domaines, des terrains qui sont ni aménagés, qui sont des terrains très éloignés, et on leur dit construisez maintenant une école. Ben forcément, le coût explose. C'est pareil pour le logement social. Et la notion, et je suis entièrement d'accord, il faut que dans nos pays d'outre-mer, on prenne en compte nos us et coutumes locales. On doit parler donc d'habitat habitable et non pas des logements entre guillemets cage à lapin. Voilà un petit peu. Merci Maurice Gironcel. Habiter, ça veut dire aussi penser les réseaux, et on pensera aussi donc au financement de ces réseaux par rapport aux bailleurs. Hein. Et puis d'abord le foncier, son coût et sa mobilisation possible. On continue avec vous, Madame la sénatrice. Vous êtes toujours fidèle au débat de cette rencontre des élus des Outre-mer et des travaux de l'Association des maires de France, puisque je rappelle que vous êtes la secrétaire de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer. Non, vous ne l'êtes plus ?
Je peux préciser, Allez-y. Je suis secrétaire du Sénat et vice-présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Voilà. Secrétaire du Sénat. Et pour avoir un travail en permanence sur ces questions, vous entendez ce que disent vos collègues sur cette question du logement? Oui, merci beaucoup, merci de me donner la parole. Je remercie Monsieur le Président, que je salue, le président de l'Association des maires de France, tous les maires et présidents de communautés d'agglo ou de communautés de communes, mesdames et messieurs les élus. Je vous remercie pour cette invitation cette année. Avant de passer à la réponse, en tant que représentante du Sénat qui représente les territoires et n'ayant pas eu d'équivalent pour la table ronde précédente, je tiens à préciser que le Sénat travaille également sur tout ce qui concerne la sécurité. Et le dernier exemple, c'est le travail de mon ancien collègue, M. Karam, le sénateur Karam, qui est de la Guyane, qui est le sénateur de la Guyane, avec un collègue Sigolotti et d'autres de nos collègues qui ont réalisé un travail extraordinaire sur les problématiques de sécurité et de trafic de stupéfiants. Malheureusement, la pandémie n'a pas permis que ce travail soit suffisamment relayé. Donc, je tenais quand même, en tant que sénatrice et ayant connaissance de ce travail et de l'importance de ce travail du Sénat, eh bien, il m'appartient d'être le relais à la fois de mon collègue sénateur Karam, mais aussi de mon collègue Sigolotti et de tous les autres qui ont constitué l'équipe qui a vraiment travaillé et qui s'est déplacée en Guyane et Madame Charles, on l'a rencontrée, on a vu un petit peu tout ce qui se passait. Donc, je tiens à saluer ce travail. Voilà, utile que rappel, vous avez trouvé effectivement. sur le site du Sénat. Et ce travail qui est fait tout au long de l'année par les sénateurs sur les questions de politique territoriale et donc aussi de politique de logement. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir au logement, pardonnez-moi, Monsieur le Président, la politique du logement, elle est importante. Et vendredi soir, vendredi 18, donc il y a seulement 2-3 jours, eh bien, c'était la grande question pour les politiques d'outre-mer et particulièrement le logement. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour saluer le travail que nous faisons conjointement avec l'UCHOM, il faut le dire, parce que grâce aux travaux de l'UCHOM, nous pouvons, parce que nous sommes des politiques, c'est vrai, mais nous pouvons travailler et être entendus y compris, mais nous pouvons également trouver des ressources, des personnes, ressources vraiment qui nous éclairent. Et vendredi soir, alors pour répondre à Sophie Charles, un de mes amendements a été adopté allant dans le sens de ce que vous aviez dit. Donc, nous avons tous... Porté sur quoi Alors, c'était sur le logement, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de fonds qui étaient disponibles et des mesures fiscales qui étaient également prises en compte. Nous voyons aujourd'hui que les collectivités ont moins d'argent. Les budgets sont très difficiles et très contraints. En même temps, les bailleurs sociaux, ils ont de nombreuses contraintes parce qu'il y a de l'ancien qu'il faut réhabiliter, il y a des personnes qui sont en demande, il y a des élus qui sont aussi exempts parce qu'ils n'ont pas toutes les manettes, je dirais, et en même temps, il y a des échéances concernant tout ce qui concernait la défiscalisation. Donc, un des intervenants disait que quand le bâtiment va, tout va. C'est exactement cela. Après la période de pandémie, où nous avons vu que de nombreuses entreprises du BTP ont eu des difficultés et sont encore en difficulté, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'entreprises qui ont fait le PGE, qui ont accepté de le faire, ne sont toujours pas en capacité de rembourser. Donc la tâche est lourde. Il y a beaucoup de travail. En fait, les élus ont la volonté de faire. Ils veulent vraiment que les habitants de leur territoire, quel qu'il soit, soient logés. Malheureusement, il y a un bâti qui n'est pas en conformité, il y a la problématique des normes, c'est vrai. Il y a également les difficultés sociales qui font que certaines personnes ne sont pas éligibles sur telle ou telle possibilité. Et là, ça complique un peu plus les choses. Et là, l'amendement qui a été adopté, en fait, permet qu'il y ait encore cette défiscalisation, ces mesures fiscales qui permettraient à la fois aux bailleurs, mais aussi aux entreprises de bénéficier de ce que cela va rapporter sur chacun des territoires pour permettre de construire mieux, mais aussi de réhabiliter parce qu'il y a des logements qui ne répondent plus aux normes. On parle d'accessibilité également parce que depuis 2005, il y a la loi du 11 février 2005 qui nécessite qu'il y ait une mise en conformité par rapport à l'accessibilité. On parle du vieillissement de la population, mais quelqu'un qui habite dans un logement qui répond à toutes les normes, quel que soit son âge, devrait pouvoir habiter son logement toute la vie s'il le faut. On doit adapter le logement aux personnes, mais avec toutes les normes.
On n'a pas besoin de faire de différenciation. On peut, si on habite dans un 4e étage ou dans un appartement quel qu'il soit, c'est la seule chose qui devrait être remise en cause, c'est quand la personne a beaucoup d'enfants en bas âge et que ses enfants sont partis, peut-être reloger pour que le logement soit plus adapté. Le fameux parcours résidentiel à l'intérieur de son quartier pour ne pas perdre ses habitudes. Et adapter les mobilités, adapter tout ce qu'il y a. Parce que il faut garder une certaine densité pour le bien vivre ensemble. L'étalement des logements sur des territoires, trouver du foncier, c'est vrai à certains moments, mais ce n'est pas forcément vrai partout. Parce que cet étalement va coûter très cher aux collectivités. On a besoin des VRD. On a déjà des réseaux qui sont établis. On a déjà des fonciers qui sont déjà bien habilités. Il suffit de faire mieux peut-être là où il faut le faire. Mais l'étalement urbain coûte de plus en plus cher, alors que nous voyons très bien que les collectivités, et là encore, la question des budgets, maîtriser les budgets, c'est de plus en plus compliqué. Donc, s'il faut faire mieux avec l'existant, pourquoi pas mettre aux normes et tenir compte de la législation en vigueur pour permettre également cette intergénérationnalité. Parce que faire aussi des résidences qui seraient plutôt pour des jeunes ou plutôt pour des personnes un peu plus âgées, nous sommes tous amenés à vieillir et nous devons vivre ensemble. Et donc bien vieillir sur son territoire et dans son logement. Merci Madame la sénatrice. Et vous avez raison d'attirer notre attention sur la nécessité d'avoir un secteur économique des entreprises qui peuvent répondre aussi à cette demande, un secteur qui ne soit pas trop fragile. On continue avec vous, Jean-Marc Henry. Vous représentez ici l'UCHOM, dont vous êtes le vice-président, l'Union sociale pour l'habitat outre-mer. Alors, des politiques nationales, certes, mais aussi des adaptations, comme vient de l'évoquer à l'instant Victoire Jasmin. Oui, merci. Bonsoir à tous. Alors, j'excuse le président de l'UCHOM, François Caillé, qui doit être encore dans un avion en provenance de La Réunion. Et c'est avec plaisir et surprise, je dois le dire, que je suis là avec vous. Alors, l'UCHOM, c'est une association de bailleurs ultramarins qui œuvre pour la défense des bailleurs ultramarins et donc pour les locataires ultramarins, je voulais le préciser. Et je remercie vraiment l'AMF de son invitation et le président Lisnard, qui est très actif pour les Outre-mer, puisqu'il était encore récemment avec nous en réunion sur le sujet. Alors, un départ tardif des politiques de l'habitat en Outre-mer, un départ tardif plus généralement du pacte social, du pacte républicain, puisque, comme vous le savez, par exemple, le SMIC a été aligné il n'y a même pas 30 ans. On a beaucoup de choses encore qui doivent être alignées, qui ne le sont toujours pas. Dans le logement, c'est la même chose. On est donc en retard et il faut que nous rattrapions ce retard absolument. D'autant que, on l'a dit suffisamment, on a des ménages, des familles plus vulnérables et des territoires en général plus contraints. En plus, nous avons des réalités constitutionnelles qui sont différentes selon les territoires, avec des compétences différentes et donc des adaptations forcément différentes. Alors aujourd'hui, il est vrai qu'on a un financement particulier, un financement du logement social qui est particulier, avec tout le monde connaît la fameuse LBU, qui a été mise en place. La ligne budgétaire unique. Voilà, qui a été mise en place pour essayer de rattraper ce fameux retard. Elle est par territoire. On a la défiscalisation également, qui n'est pas territorialisée. Et on a les aides au logement, qui ne le sont pas non plus, ainsi que les programmes pluriannuels, je vais y revenir, l'ANRU, l'ANA, etc., qui ne sont pas territorialisés. Alors le constat, c'est qu'on traite les Outre-mer comme un Outre-mer, et on l'a suffisamment entendu. Pas dans cette pièce et pas ce matin. Voilà. C'est bien les Outre-mer dans leurs caractéristiques, leur identité et leurs besoins très particuliers chacun. Voilà, donc il est important d'adapter, puisque même certains dispositifs territorialisés le sont aux dépens des Outre-mer. Par exemple, on a aligné les ALS mais pas les ALF avec des limitations qui ne sont pas en métropole. Les zonages ont été faits de façon adaptée, en limitant les territoires concernés. Quand on parle des QPV, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle de classement... Voilà, et nous accueillons Monsieur le ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco. Monsieur le ministre, nous sommes en plein débat sur le logement. Et nous avons évoqué les difficultés que rencontrent aujourd'hui les maires, les élus locaux ultramarins pour répondre à l'explosion des besoins, avec la nécessité
de construire, de trouver du foncier, comment le mobiliser, et puis aussi d'adapter le parc existant, de l'adapter aux besoins des populations, du vieillissement de la population à certains endroits, l'explosion de la demande et de la jeunesse à d'autres. Et c'est tout cela que sont les éléments de ce dossier, avec des ultramarins qui étaient réunis la semaine dernière avec la CEDOM et qui ont fait une série de propositions qui nous ont été rappelées. Je vous laisse poursuivre, monsieur le vice-président de l'UCHOM, et puis peut-être Thierry Repentin, le vice-président de l'AMF, pourra rassembler un peu toutes ces expressions avant qu'on rentre dans le débat avec vous. C'est vraiment l'expression de tous les ultramarins ce matin, tel que nous avons pu le faire sur l'autre sujet très sensible, monsieur le ministre, de la sécurité, qui a été traité en première partie de matinée, qui a été traité en particulier avec une actualité dramatique à Mayotte. Nous continuons. Donc je parlais d'adapter les politiques publiques du logement. Par exemple, je parlais des zonages et Saint-Denis-de-la-Réunion, par exemple, qui est classé B2 au lieu de A, ce qui impacte fortement les politiques de logement. Je peux parler aussi du FNAP, qui est un système... Alors sur les outils, on rentrera peut-être dans le débat. Donc je parlerai des solutions plutôt. Ce que vous souhaitez surtout, c'est l'adaptation aux spécificités, aux caractéristiques de chaque département ou territoire ultramarin. Surtout corriger les inégalités de traitement qui sont instaurées par voie réglementaire, donc par arrêté en fait, qui échappe au législateur. Donc ça c'est important, d'où d'ailleurs la nécessité de l'existence de l'UCHOM, qui va défendre ces intérêts-là. Mettre en place véritablement une territorialisation, on parlait du zonage, mais également des plafonds de ressources qui pénalisent les familles. Madame le maire en parlait tout à l'heure. On a besoin d'adapter, que ce soit pour le logement social ou pour le logement intermédiaire. Et enfin, renforcer la représentation des élus en particulier dans tous les outils nationaux, que ce soit l'ANRU ou l'ANA, en tout cas dans les organes de gouvernance, de manière à pouvoir déployer une politique plus offensive. Merci Jean-Marc Henry. Alors vous disiez l'ANA et Thierry Repentin, qui est vice-président de l'Association des maires de France, maire de Chambéry, préside aussi aux destinées de l'ANA. Peut-être là en l'occurrence, il s'agit de répondre aux problèmes des territoires ultramarins avec ces besoins qui ont été exprimés par vos collègues. J'avais une formule en tête, c'est les Outre-mer, tout va plus vite, plus fort, et on voit l'explosion des besoins et la nécessité aussi d'outils adaptés pour y répondre. Oui, c'est vrai, mesdames, chers amis, chers collègues élus, tout est dans l'adaptation. C'est difficile de faire une conclusion, ou en tout cas une ouverture au débat qui rassemble tout ce que vous avez dit les unes et les autres sur cette tribune. Alors, parce qu'on doit s'exprimer dans le cadre d'une république, une et indivisible, mais pour autant multiple. Et tout l'enjeu, justement, c'est de tenir compte de ce caractère multiple de la République. Et vous représentez des territoires qui eux-mêmes, en leur sein, sont très différents. Car sur la question du logement, monsieur qui vient de La Réunion, on ne construit pas de la même façon et les attentes sont différentes des communes du cirque de Mafat, à Brapanon, à Saint-Gilles ou chez vous à Sainte-Suzanne. Et on pourrait prendre les mêmes exemples chez vous en Guyane, entre Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni. Les demandes ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même une chose qui est caractéristique. Les populations des Outre-mer, c'est qu'elles sont plus pauvres et plus précaires que sur l'Hexagone. Car 80% de la population des Outre-mer est éligible au logement social, 65% sur l'Hexagone, et vous avez beaucoup de territoires qui sont en politique de la ville. Près de 70% des territoires de Mayotte, par exemple, en territoire de la ville. Ça veut dire qu'il y a une acuité particulière. Alors, comment répondre à des demandes tout à fait particulières avec des outils de la République qui ont été faits dans des lois au niveau national? Moi, je vous dis qu'il y a des outils qui existent. Par exemple, sur l'accès au foncier. Il y a une loi en 2014 qui a été votée qui indique que l'on peut vendre, notamment l'État, peut mettre à disposition des communes, des territoires intercommunaux, des terrains avec une décote. La décote, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit le vendre à celles et ceux qui veulent urbaniser au prix d'équilibre. C'est-à-dire on prend le prix des domaines et ensuite on fait une décote pour voir quelles sont les charges pour l'urbanisation de ces terrains. J'observe
que cette loi est quasiment plus mise en place sur les terrains. Il y a probablement, je le dis d'ailleurs devant le ministre des Outre-mer pour lequel j'ai une grande confiance dans le portage des dossiers, il y a aussi une faiblesse parfois de l'outil d'État pour porter dans ces territoires des dispositifs qui existent et qui sont peu ou mal appliqués. De la même façon, il y a la question des zonages. C'est très important parce que ces zonages auxquels vous avez fait référence, monsieur le vice-président de l'UCHOM, c'est ces zonages qui déterminent quelles vont être les aides à la construction. C'est le premier zonage, ABC. Et puis d'autres zonages, 1, 2, 3, qui vont donner le niveau des aides personnelles au logement. Et on ne peut pas traiter les Outre-mer de la même façon, car entre un territoire urbain et un territoire de campagne, un territoire de plaine, un territoire de montagne, la nature de la construction est différente, donc elle doit être aidée différemment. Et par définition, comme on a une population plus faible, y compris les zonages des APL, ne sont pas en adéquation avec la précarité de la population. Une autre chose que je veux vous dire, effectivement, je préside l'ANA. Bon, l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, c'est un outil important parce que même s'il y a 80% de personnes qui sont éligibles au logement social dans les Outre-mer, on ne fera pas 80% de logements sociaux. Au même titre que sur l'Hexagone, on ne fera pas 65% de logements sociaux. Il faut diversifier la nature des productions. Et il faut aussi lutter contre la vacance. Et l'ANA est fait pour lutter contre la vacance. Moi, je ne peux pas me satisfaire du fait que l'État français fait un effort considérable, 3,5 milliards d'euros pour l'ANA, et qu'il n'y ait que quelques millions d'euros qui aillent sur les Outre-mer. C'est-à-dire que l'échelle d'aide n'est pas adaptée à la demande des Outre-mer. Donc, le ministère du Travail avec les Outre-mer travaille sur cette question avec la DGOM. On est tombé sur le constat qu'il fallait qu'on fasse quand même une analyse de ce qui a été fait au cours des 2 dernières années sur MaPrimeRénov' et d'autres dispositifs pour, à l'été prochain, se mettre d'accord pour faire évoluer MaPrimeRénov' pour qu'elle soit adaptée au territoire des Outre-mer. Et parce que vous avez parlé du vieillissement, je veux dire aussi un petit mot sur le vieillissement. Dans 2 ans, en 2024, il y aura un dispositif spécifique d'État qui s'appelle MaPrimeAdapt pour accompagner les personnes âgées à rester dans leur logement, sous réserve évidemment qu'ils puissent avoir des travaux, et ces travaux seront aidés par une aide de l'État. 2024, ça veut dire qu'on a plus de 12 mois pour travailler, pour s'assurer que MaPrimeAdapt en janvier 2024 soit effectivement adapté à la demande des Outre-mer, car sinon on va avoir un dispositif national qui sera sans doute très bien sur le papier, mais pas applicable sur le terrain. Dernière chose, et je laisse la parole, il y a un problème aussi de portage de la parole des Outre-mer dans nos instances. Moi, j'ai été parlementaire pendant 10 ans au Sénat. J'étais membre de la délégation des Outre-mer. Pourquoi ? Parce que, comme élu de montagne que j'étais, je savais qu'il fallait que je fasse évoluer avec mes collègues la loi pour tenir compte des spécificités, notamment sur la construction, sur la climatologie. Et donc, on était très bien organisé avec une association d'élus de montagne. Et je me disais, mais si on n'est pas, nous, hexagonaux, dans la délégation des Outre-mer, à chaque fois qu'il y avait un débat sur une question des Outre-mer, en séance, j'y allais, il n'y avait que des gens des Outre-mer. Ça veut dire que le portage, il n'est pas suffisant. Et là, il y a une responsabilité des formations politiques, mais aussi des institutions, qui devraient inciter à ce qu'il y ait une représentativité dans nos organes, au Parlement, mais également dans les outils. Et moi, ça ne me ferait rien si la loi elle change en me disant, à l'ANA, il y aura une commission Outre-mer, à l'ANRU, il y aura une commission Outre-mer, à l'ANCT, il y aura une représentativité des Outre-mer. Je pense que c'est une chance pour que ces spécificités puissent être prises en compte et du coup, qu'on puisse répondre aux questions qui se posent ici ce matin. Alors, spécificité des territoires, effectivement. Et c'est aussi la marque de fabrique de l'AMF, hein, justement, de permettre l'expression des territoires dans leur variété. Les micros circulent, c'est le moment pour vous aussi de témoigner, mais aussi de nous faire part de vos difficultés. Il y a une main déjà qui se lève. Alors, on est au 2e rang, et j'aperçois Maïdine Edmi, qui est le représentant et le directeur Outre-mer de l'USH, hein, l'Union sociale de l'habitat, ce grand mouvement en métropole et Outre-mer. D'ailleurs, je sais que
Votre présidente ne pouvait pas être avec nous, mais elle sera jeudi au Congrès des maires dans un forum. Vous avez la parole. Merci. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Oui, donc merci. Monsieur le ministre, monsieur le président de l'AMF, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus des territoires ultramarins, DROM comme, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je suis Maïeddine Edli, directeur Outre-mer à l'Union sociale pour l'habitat. L'Union sociale pour l'habitat, un mouvement HLM, un mouvement professionnel qui œuvre depuis un peu plus de 90 ans aujourd'hui et qui a toujours œuvré également pour les territoires ultramarins. Depuis une trentaine d'années, accéléré d'ailleurs par Michel Delbar, feu Michel Delbar, qui avait à l'époque mis en place un certain nombre de dispositifs au plan national et territorial s'agissant de la question de l'habitat, et je parlerai d'habitat au niveau des Outre-mer. Aujourd'hui, je pense que la question de l'habitat, en particulier du logement social, est en très grande difficulté, et ces difficultés sont diverses. La première, sans revenir sur ce qui a été dit, c'est la question de l'offre foncière aménagée, équipée d'intérêt général que nous devons à ces territoires pour les collectivités, pour à la fois les collectivités, pour aménager des morceaux de ville, pour traiter l'insalubrité, pour avoir du foncier constructible à prix abordable pour les équipements, mais aussi le logement social. Et la question foncière, c'est à la fois, bien sûr, des terrains nus, mais c'est aussi, ça a été dit dans le débat, y compris le premier débat, traiter l'insalubrité et l'habitat indigne que nous avons en centre-ville et centre-bourg. On a deux formes de foncier sur lesquelles Thierry Repentin, qui connaît bien le sujet, puisque j'ai œuvré à côté de lui, à un moment où il était président de l'USH, pour les Outre-mer, sur le terrain, dans les territoires, y compris les plus reculés, en Polynésie française notamment, qui aujourd'hui ont mis en place un certain nombre de dispositifs, eh bien, la question foncière, elle se pose aussi pour traiter ce qui a été dit, l'insalubrité, traiter la vacance et faire en sorte que les centres-villes et les centres-bourgs, avec l'appui des collectivités, puissent effectivement remettre en perspective la ville ultramarine avec effectivement la diversité que l'on peut avoir selon les territoires. Or, sur la question foncière, sans aller dans les détails des outils, je pense qu'il y a quand même des dispositifs qui existent. Le fonds friche. Nous devons plus mobiliser le fonds friche. C'est un dispositif national. Il ne peut pas être qu'ultramarin, mais il doit être aussi au service des ultramarins. Premièrement, sur cette question-là également, il nous faut du foncier de l'État. Le foncier de l'État doit pouvoir être mobilisé et mis à disposition des collectivités et du secteur du logement social, de manière à ce qu'on puisse fabriquer là aussi une qualité de vie dans les quartiers, les nouveaux quartiers, mais aussi, encore une fois, en centre-ville et les centres-bourgs. Et enfin, mais je prendrai encore 2 minutes si vous permettez, cher monsieur, et enfin, il faut véritablement que l'on puisse relancer les opérations d'aménagement. S'il n'y a pas d'aménagement, il n'y aura pas une politique publique de l'habitat réussie. Deuxième sujet sur lequel je voudrais effectivement revenir. La situation est très très difficile. En général, on évalue, on fait des rapports, effectivement, on indique le nombre de logements financés, réhabilités. Mais financer ne veut pas dire réaliser. Aujourd'hui, en 2021, il a été financé plus de 5 000 logements. En 2021, nous en avons livré qu'à peu près 3 000. La question de la rénovation du parc locatif social, 70 000 logements, aujourd'hui, nous taraude, puisqu'on a également un dispositif qui est fléché plutôt sur les quartiers politiques de la ville, depuis 5-6 ans qu'on le dit, et ce n'est pas suffisant.
Et nous devons accélérer cette rénovation pour ne pas laisser dépérir un certain nombre de quartiers et être obligés finalement de démolir et construire ailleurs. Donc on sent bien que cette question de l'approche territoriale, et je vais bientôt m'arrêter, je vous rassure, elle renvoie à un point central, sans rentrer dans la technique. Il faut faire ceci, il faut améliorer tel barème. Ça, c'est de la cuisine technique interne, on sait faire. Et on a déjà fait, et nous avons fait les simulations qui permettraient d'aller plus loin. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est changer de méthode. Ce changement de méthode doit permettre à ce que la politique publique de l'habitat soit mise en œuvre avec une gouvernance dédiée et comme chef de file les collectivités et leurs partenaires dans un dialogue constructif à l'échelle de chacun des territoires, de manière à ce qu'on puisse mettre en œuvre dans la proximité une politique publique qui répond aux besoins des habitants et pour laquelle cette politique publique, les élus que j'ai eus à rencontrer, à échanger dans le cadre de l'atelier Habitat qu'évoquait Mme Sophie Charles, puissent être chefs de file et être acteurs sur leur territoire d'une politique publique dans la proximité. J'ai pu voir, je tiens à le dire, au Lorrain, il y a des expériences qui marchent portées par des collectivités. J'ai vu au Marin une démarche Habitat qui n'est passée par aucun dispositif. Voilà, la pourtant, parole donc de l'Union sociale de l'habitat que vous portiez ce matin et que vous pourrez poursuivre effectivement dans un forum qui sera consacré au logement le jeudi matin au congrès des maires. Et les principaux bailleurs sociaux, bien sûr, sont les élus locaux eux-mêmes, les acteurs. Alors, il y avait une main qui se levait au centre de la salle. Et puis, oula, déjà, puisque le micro est à côté de madame, vous vous présentez, s'il vous plaît ? Oui, bonjour à tous. Marie Garon, je suis adjointe au maire de la commune de Schellcher en Martinique. Moi, je voudrais parler de la loi SRU. Ça fera écho aux interventions précédentes, la loi SRU qui, dans son article 55, fait obligation de façon indissociée aux communes d'avoir 25% de logement social sur le territoire. Je vais prendre juste l'exemple de ma commune, qui est une toute petite commune, déjà très, très peuplée, avec plus de 65% qui est en zone naturelle. Le PPR rouge est très présent sur la commune. Pratiquement 70% de la commune est en PPR rouge, et donc nous n'avons pas de foncier disponible. Les toutes petites parcelles que nous arrivons parfois à pouvoir trouver pour faire du logement social, parce qu'on a une volonté de construire du logement social, eh bien ce sont des petites parcelles et justement les bailleurs sociaux disent que le coût de construction est trop important pour sortir du logement social, sinon du logement intermédiaire. Donc nous avons ce souci-là. Nous avons déjà interpellé l'État à ce propos. L'État répond que la commune est en tension. C'est vrai que la commune est très demandée puisqu'il y a un besoin de logement social, mais que vraiment on ne peut pas construire plus de logement social comme on le souhaiterait. Donc je pense qu'il faut aussi remettre en question cette loi SRU pour les Outre-mer, puisque bon, je parle de Schellcher, mais je suppose que dans d'autres communes, il y a la même problématique qui se pose. Merci de ce témoignage, rareté du foncier pour pouvoir répondre. Le micro va monter un peu au-dessus, mais pendant ce temps-là, on va de ce côté de l'auditorium. Monsieur, juste derrière vous. Non, juste derrière, voilà. Vous présentez, s'il vous plaît ? Bonjour, merci. Je m'appelle Miko Meret, je suis secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po, qui a été créée il y a moins d'1 an et qui est évidemment issue de la loi Égalité réelle Outre-mer. Nous avons décidé de créer le premier programme de recherche de la chaire sur les questions de logement et d'action sociale. Parce qu'on sait à quel point c'est une priorité, bien sûr. Et donc la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, elle est double. La première, c'est, nous avons essayé de contacter tous les maires et présidents de PCI ultramarins sur l'année 2021-2022. On a eu un taux de réponse de moins de 10%. Donc première question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour être de meilleurs partenaires avec vous pour monter cette étude, premièrement. Et deuxièmement, c'est comment peut-on faire pour récupérer de la donnée qui est la vôtre au niveau municipal pour faire en sorte que cette étude soit la plus solide possible. Et puis, en règle générale, n'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez de Sciences Po pour pouvoir être à vos côtés. Merci.
Merci. Bon, on peut répondre tout de suite à cette question-là, les présidents d'associations. On s'interrogeait de savoir si on avait été sollicité. Ni mon collègue. Voilà, il faut passer par les associations départementales de maires, c'est pas mal. Hein. Nous n'avons pas de sollicitation en ce sens. Par contre, par rapport à la loi SRU, je crois que la loi SRU a mis pour objectif ces 25%. La période de réalisation a été décalée avec la loi 3DS. Là où j'aimerais peut-être qu'on fasse encore un effort, c'est qu'il faut plutôt, au lieu de sanctionner ceux qui n'y arrivent pas, peut-être encourager fiscalement ceux qui y arrivent. Au lieu de faire des sanctions, encourager, je pense que la nation gagnerait. Maurice Gironcel. Oui, simplement, pour répondre donc à cet appel. Hein. Cet appel. Alors, j'ai compris, de toute façon, en ce qui concerne l'interco que je préside, nous avons des propositions, nous avons une quarantaine de propositions sur la politique foncière, sur comment aménager, le problème du coût, le problème du foncier de l'État et tout. Donc, je vous fais parvenir ça, et si vous pouvez faire avancer les choses, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez repéré vos interlocuteurs. Le micro est au centre. Vous l'avez et vous prenez la parole en vous présentant, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Fred-Michel Thiraud, maire du Saint-Esprit, une ville de 10 000 habitants, sud de Martinique. Alors, on a beaucoup parlé de récupération du foncier. En Martinique, on a ce problème. Nous avons aussi du mal à récupérer du foncier, mais il existe des dispositifs. Et notre ville a tenté récemment cette expérience dont je voudrais faire part à cette assemblée. Alors c'est vrai que nous avons près de 10% du parc qui est vacant ou abandonné, notamment en raison de problèmes de succession. Donc en Martinique, ça fait 25 000 maisons abandonnées. Donc nous avons décidé d'utiliser des outils qui existent déjà. Il existe le dispositif des biens vacants et des biens sans maître, le dispositif de l'abandon manifeste qui est trop peu utilisé. Donc notre ville a décidé de mettre en place ces outils. Ce sont des outils qui existent déjà et qui permettent aux maires de récupérer le foncier abandonné ou vacant. Et le patrimoine bâti qui est dessus. Ce qui veut dire que les biens qui sont abandonnés depuis 10, 15, 20 ans, il y en a beaucoup en Martinique et en Guadeloupe, quand les personnes n'ont pas payé leurs impôts fonciers, notamment depuis plus de 3 ans, eh bien, les maires ont la possibilité de récupérer ce foncier, de se l'approprier, ils deviennent propriétaires, et à ce moment, ils peuvent le réinjecter, soit réhabiliter le bien quand il y a une maison dessus qui est abandonnée, ou soit vendre le foncier, ou alors remettre à disposition. Donc, nous, ce que nous proposons, parce que nous l'avons tenté dans notre ville, c'est d'améliorer ce dispositif, parce qu'aujourd'hui, le dispositif d'abandon manifeste est très lourd. Il faut bien sûr saisir le conseil municipal, faire une évaluation des travaux, saisir le juge de l'expropriation. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'on assouplisse ce dispositif. Autre suggestion aussi que nous faisons, c'est de recentrer la ligne budgétaire unique, non pas sur la construction de nouveaux logements, puisqu'il y a un foncier qui n'est pas toujours disponible, mais le réorienter vers la réhabilitation, justement, de maisons abandonnées. Et puis, troisième proposition que nous faisons, au niveau des PLU, puisqu'il appartient aux élus locaux de mettre en place leurs plans locaux d'urbanisme. Sauf que, dans l'Hexagone, il y a une commission qui s'appelle la CDPNAF, qui a un avis simple. Tandis qu'en Outre-mer, cet avis, c'est un avis conforme. Ce qui veut dire que les maires n'ont pas le pouvoir réellement d'établir leur PLU. Et nous sommes obligés de passer sous les fourches codines de cette CDPNAF, qui fait la pluie et le beau temps. Je précise que le ministre applaudit. Hein. Voilà. Et nous demandons que, comme dans l'Hexagone, nous, maires d'outre-mer, nous ayons cette commission qui n'est qu'un avis simple et plus un avis conforme. Voilà. Merci. Bon, Jocelyn Sapotil, ça correspondait tout à fait au problème que vous souleviez tout à l'heure, déjà sur la nécessité de pouvoir récupérer ce stock qui dort et qui était inutilisé et qui se dégrade, avec la nécessité pour vous de pouvoir récupérer ces biens et de les mobiliser pour les habitants qui en ont besoin. Alors, je remercie ce collègue pour son intervention parce qu'il a mis le doigt sur effectivement 2 problèmes majeurs. Et en fait, qui se résume dans la capacité des maires à maîtriser l'aménagement de leur territoire. Donc la question de l'indivision, c'est vrai, la question effectivement je pourrais dire, gérer ces problèmes, les outils que nous avons pour gérer ces problèmes d'indivision dans nos territoires. Et l'autre question, qui est primordiale, qui est fondamentale, et
Et je suis heureux de voir que M. le ministre réagit positivement, puisque quand nous avons créé la délégation Outre-mer des maires des communes des Outre-mer, c'est l'une des premières questions, l'un des premiers thèmes que nous avons débattu avec M. le ministre pour lui dire, Monsieur le ministre, ce n'est pas normal que dans nos territoires, on ait une CDPNAF qui a un pouvoir qui déshabille les maires. Nous voulons retrouver notre pouvoir pour lequel nous sommes élus par la population, aménager notre territoire et faire en sorte que la CDPNAF n'est qu'un avis simple et non plus un avis conforme. Et je pense que Monsieur le ministre, il a bien entendu cela. Alors, d'autres... Et il a compris aussi. Le micro de ce côté, mais vous l'avez, alors allez-y, vous vous présentez s'il vous plaît. Oui, et puis après on redescendra au deuxième. Bonjour chers amis et monsieur le ministre, Bernard Sellier, je suis adjoint au maire de Saint-Laurent et comme je dois être dans les moins jeunes de cette assemblée, j'ai vu un certain nombre de choses au cours de ma longue vie. Je voudrais, je ferai un petit exposé en 3 points, repartir de dispositions générales. Un rapide exposé, hein, parce qu'il y a d'autres... Ce sera rapide, je ne passe pas le grand oral de l'ENA, rassurez-vous. D'ailleurs, il y en a peut-être plus. Alors, la politique du logement social a été une préoccupation dès les années 60. Moi, j'ai commencé ma carrière à La Réunion. Je peux vous dire qu'en 1970, vous voyez, ça ne date pas d'hier, j'ai vu se construire à la fois des cités à Saint-Denis et des cités au port, des municipalités d'obédience politique différentes. Donc, quelque part, quand on veut, on peut. Je rappelle aussi que la LBU a été créée en regroupant différentes aides par M. Barre, Premier ministre, en 1978, et qu'un organisme comme la SATEC, Sophie connaît bien la SATEC, qui a construit des milliers de logements à La Réunion, me semble quelque peu en sommeil. Il y a quelques années, j'avais contacté la SATEC. En gros, ils avaient les moyens de faire construire 4 logements par an en Guyane. Rassurez-vous, le ridicule ne tue plus depuis longtemps. Après, j'ai été administrateur quelques années de la SIGI, la Société immobilière de Guyane. Un des problèmes qui se pose, on a parlé du foncier non aménagé, pas facile d'accès, un des problèmes qui se pose, c'est quand même le taux d'impayé. En Guyane, il est voisin de 50% à échelle de 5 ans, hein, ce n'est pas à échelle d'1 an. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne tiennent pas leurs engagements, on ne va pas réglementer la vie privée des gens, on n'est pas dans une dictature et même pas dans un régime ferme. Mais je pense qu'il faut prévoir des sanctions, c'est une proposition, il y en aura 2, plus adaptées quand quelqu'un sort d'un logement, qu'il ait été expulsé ou non, en le laissant dans un état déplorable qui nécessite des dizaines de milliers d'euros de travaux quand ça n'est pas 100 ou 200 000. Situation réelle. Enfin, deuxième proposition. Ces dernières années, on a eu une LBU qui a été fluctuante, toujours entre 40 et 50 millions d'euros. Donc je crois définitivement qu'il faut, je l'ai dit à plusieurs parlementaires d'obédiences différentes, une loi de programmation pour le logement et peut-être en priorité pour le logement outre-mer. On fait des lois de programmation pour l'armée, c'est très bien. Alors je crois que c'était une des propositions de la domaines, mais on est quand même un peu trop, notamment depuis 10 ans, l'outre-mer a été abandonné, je le dis comme je pense, on est un petit peu trop dans la politique de l'immédiat, voire de l'à peu près. Merci. De ce côté, voilà, allez-y, vous avez le micro et vous vous présentez s'il vous plaît. Et puis on descendra au 3e rang. Oui, bonjour tout le monde. Je suis M. Bent Augustin. Je suis conseiller municipal à la mairie de Macouria. Et effectivement, en ce qui concerne le logement, nous avons un grand problème. Il y a des logements, effectivement, qui sont libres sur ce territoire. Mais par rapport à ce qu'on appelle la possibilité qui est donnée pour accéder à ces logements, c'est très difficile de pouvoir avoir un logement. D'autre part, ce qu'on voudrait bien, c'est pouvoir déclasser ces logements par rapport aux besoins. Ils sont inadaptés par rapport à l'effectif des familles. Et ensuite, le deuxième problème qui se pose, c'est que sur ce territoire, nous avons 3 OIN en cours. Et sur une OIN qu'on nous demande pour pouvoir construire des logements dessus, il faut 15 et 20 ans pour pouvoir sortir des logements. Et nous, devant notre population, quand on nous demande, on nous dit qu'ils n'ont pas de logement,
et que nous allons au-devant d'eux pour ces OIN, pour leur expliquer qu'il va y avoir un OIN, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Voilà, on parce que comprend le bien le message. Merci. Voilà. Donc, Merci. Alors, beaucoup ça. de demandes de prise de parole, mais le temps nous est compté. Et surtout, bien, on souhaite vous entendre, Monsieur le Ministre. Vous avez écouté tout ce qui s'est dit. Et je vais demander à David Lisnard, président de l'AMF, Muriel Fabre, secrétaire général de l'association, de nous rejoindre, avec Jean-François Carenco, le ministre chargé des Outre-mer. Vous restez, mesdames, messieurs, oui, restez. Merci à vous. Monsieur le ministre avait une prise de parole prévue à midi et je le remercie de sa patience, mais aussi de l'écoute qu'il a pu faire à l'égard de vos témoignages. Dire aussi que je suis très heureux de ce nouveau format que l'on a développé cette année. Je pense qu'il a permis un dialogue, une expression, on l'a vu sur les deux débats, notamment sur le débat sur la sécurité, extrêmement intense, et que nous renouvellerons l'expérience, si vous le voulez bien, l'année prochaine, mais je crois que c'était assez puissant même. Et puis dire que sur le thème qui vient d'être évoqué, notamment sur les CNPNAF, il est vrai que c'est une revendication forte, intense, réitérée de l'Association des maires de France, de la nouvelle délégation aux Outre-mer. Et je crois pouvoir dire, sans spoiler, comme on dit en mauvais français, que je crois que nous allons être entendus par le gouvernement. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'AMF, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations des maires, présidents d'intercommunalités, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, chers tous. Honneur et plaisir pour moi de conclure avec vous cette matinée dédiée aux Outre-mer. Avant toute chose, les salutations, c'est la règle, mais c'est aussi mon sentiment et mon envie. Les salutations du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui m'a demandé de vous faire part de son soutien et de ses remerciements pour votre action. Tout d'abord, c'est donc un plaisir d'être avec vous, et ce pour 3 raisons. Tout d'abord, vous mettez en avant les Outre-mer. Et comme nombreux parmi vous le savent déjà, mon mantra est de faire rayonner les Outre-mer, cette France océanique, comme je l'appelle, cet archipel de la France, et je rajoute la Guyane, sinon les élus guyanais ne sont pas contents, mais ils ont raison, cette France océanique si diverse, si riche, et pourquoi ne pas le dire, mais vous le savez, parfois oubliée. Or, aujourd'hui, par votre présence, votre nombre, vos échanges, il me semble que cette France océanique rayonne. Merci aux organisateurs, aux intervenants du jour, d'avoir bien voulu mettre les Outre-mer à l'honneur. C'est d'ailleurs le sens de la feuille de route que certains d'entre vous connaissent, que m'a signé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Celle-ci décline une vision nourrie d'une conviction, elle-même alimentée d'une expérience. Mon expérience, vous le savez, et j'en discutais avec David Lisnard, c'est une vie de préfet jalonnée de responsabilités, de combats, d'amitié ultramarine à Saint-Pierre, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe. Ma conviction, c'est que l'outre-mer dispose de ressources humaines et naturelles nécessaires pour être à l'avant-garde des transitions écologiques et technologiques. Ils sont là où les défis du XXIe siècle se concentrent, et donc là où nous pouvons, où vous pouvez inventer les solutions. Car par leur géographie, leur histoire, les Outre-mer sont au croisement des plus grands enjeux contemporains. Le climat, l'énergie, la cohésion sociale, la diplomatie, l'environnement, les migrations, tout ça, vous êtes au cœur de ces problèmes. Et donc, vous avez en charge de participer à l'invention du monde. Notre vision, c'est que l'avenir des Outre-mer passe par la création de valeurs dans chacun des territoires, de la valeur économique, de la valeur patrimoniale, de la valeur culturelle et de la valeur humaine. Oui, vous êtes là pour créer de la valeur et c'est la seule solution. Ma méthode, c'est de trouver les voies d'une action publique plus efficace, en lien avec les élus et les acteurs de terrain face aux problèmes du quotidien de nos compatriotes ultramarins.
C'est un long chemin, vous le savez. Mais vous savez aussi que nous avons déjà progressé ensemble sur un certain nombre de points et les premiers résultats sont déjà là et je les publierai avec Gérald Darmanin avant la fin de l'année. On identifie les problèmes, on se met d'accord sur les solutions et on y va ensemble, État et collectivités territoriales. C'est ma méthode. Pour résumer, on se met d'accord sur la philosophie et ensuite du concret et encore du concret et toujours du concret. C'est le sens de l'agenda mis en place à la suite de l'appel de Fort-de-France et de la réunion du 7 septembre à l'Élysée autour du président de la République et de la Première ministre. Si cet appel a été porté par les présidents de collectivités, c'est aussi dans l'action au quotidien des communes que je souhaite m'inscrire. Vous êtes les premiers concernés. L'ambition globale de cette feuille de route que je me suis assignée et que Gérald Darmanin porte avec moi se décline en divers objectifs. Premièrement, répondre concrètement aux préoccupations quotidiennes des citoyens et restaurer la confiance dans l'action publique. Cette défiance, elle vous touche, vous aussi, comme l'État, comme les collectivités territoriales. C'est pour cela qu'il nous faut régler, avancer sur les questions de la vie chère, de l'eau, des pollutions, du transport, du logement. Et pour cela, mesdames, messieurs les maires, vous êtes au premier rang de ces problématiques, au service en particulier des plus vulnérables, comme vous l'avez été pendant le Covid, comme vous l'êtes pour les sargasses ou pour le chlordécone. Deuxième objectif, renforcer l'ambition républicaine pour les habitants des territoires. Il s'agit en premier lieu de la sécurité, et j'y reviendrai. Vous en avez parlé ce matin. Mais lorsque les bandes armées assassinent leurs victimes, ce sont vos îles, vos territoires, la République qu'ils assassinent. Cela suffit. L'État renforce tous les jours ses moyens d'action et je suis heureux d'avoir obtenu l'envoi du RAID à Mayotte. Un communiqué sera publié dans les heures qui viennent. Mais si l'État renforce tous les jours ses moyens d'action, avec une volonté de fermeté qui désormais doit s'affirmer plus encore, les élus locaux ont un rôle à jouer, avec notamment les comités territoriaux de prévention de la délinquance. Vous êtes les partenaires naturels et indispensables en la matière, simplement parce que c'est vous qui êtes au premier rang des emmerdements qui arrivent. Troisième objectif, favoriser la création de valeur, qui seule permet un avenir à la jeunesse ultramarine. La baisse de la population à Saint-Pierre, en Martinique, en Guadeloupe, ne peut s'inverser que par l'emploi, l'innovation, la culture, la création d'entreprises. Il faut que les jeunes participent à la création de leur propre avenir. C'est central, c'est vital. Tout le reste, c'est des carabistouilles. Quatrième objectif, agir pour l'adaptation, la différenciation, la responsabilisation des acteurs. C'est l'une des actions majeures qu'il nous faut réussir ensemble. Le temps n'est plus à la relation descendante biunivoque entre les communes et l'État central. Chaque collectivité doit pouvoir être davantage responsable. Et c'est le sujet du CDPNAF, petit sujet qui peut paraître annexe, mais qui est fondamental. Davantage responsable pour répondre aux problèmes différents qui se posent sur chaque territoire. Enfin, favoriser l'insertion et le rayonnement européen et international des territoires dans leur bassin géographique. C'est une évidence, mais c'est le plus difficile. Notamment pour les DROM qui sont au sein de l'Union européenne. C'est pour cela que j'étais à Bruxelles il y a pendant 2 jours la semaine dernière, pour sensibiliser avec l'ensemble des collectivités présentes, la Commission et les autres États membres, les parlementaires, aux défis et aux richesses de l'outre-mer. Imaginez que des relations simples entre Anguille et Saint-Martin, c'est à 300 mètres, ça se voit. C'est juste un casse-tête incroyable. Donc il nous faut travailler, avoir confiance, mais travailler. Des groupes de travail pour collecter les idées sont en train d'être mis sur pied par les présidents de collectivités, par les préfets dans chaque territoire, et je compte sur votre participation. Un comité d'orientation globale se réunira à Paris ou en visio les 7 ou 8 décembre. Le 7 ou le 8 décembre. La deuxième raison pour laquelle je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, c'est qu'en tant que jeune ministre, mes vieux préfets, je garde une affection, une admiration, un respect tout particulier
pour le rôle de maire et d'élu local, le fameux couple maire-préfet, Monsieur le Président. Ce rôle si beau, si exigeant, si difficile. C'est pour cela que j'ai tenu à me rendre spécifiquement lundi dernier, 24 heures, en Martinique pour le 30e congrès de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer, et un certain nombre d'entre vous étaient là-bas. Et comme j'ai pu le dire à cette occasion, vous êtes pour moi, vous les maires, notamment outre-mer, le visage de la France et de la République. Vous êtes ceux qui, au quotidien, œuvrez pour répondre aux attentes multiples de nos compatriotes, parfois, souvent contradictoires, mais c'est normal, c'est le sens de la vie, mais toujours à entendre. Vous êtes le contact direct, palpable, sensible, visible avec la puissance publique, l'incarnation dans la vie de tous les jours de la loi et de l'administration, de la compréhension des difficultés, la recherche des solutions. Vous êtes là à chaque étape de l'histoire intime des gens, de la naissance à leur mort. Vous faites les certificats de naissance, les certificats de décès, grâce à tous les services publics que vous concevez, organisez, administrez pour et autour d'eux. Mais en Outre-mer, ce rôle d'élu local, de maire, ce rôle de puissance publique du coin de la rue prend encore plus son sens parce que l'administration centrale, au-delà du préfet, est loin, très loin, parfois au-delà des mers, des océans, elle est votre Outre-mer. Vous êtes ainsi le premier réceptacle des joies, des colères, des doutes, des frustrations, des tragédies et des espoirs de nos concitoyens. Et ce premier contact, il se fait sans filet, sans truchement, sans protection. Vous mettez votre travail en jeu, votre réputation en jeu, c'est bien, c'est normal. Et parfois même, et cela est inadmissible, et le gouvernement veut combattre cela avec la plus grande fermeté, vous mettez parfois votre sécurité et celle de vos proches en jeu. Pour tout cela, un immense merci. Vous assurez de mon soutien, du soutien du gouvernement, mais surtout de ma volonté d'agir. C'est un mot de soutenir, mais après il faut agir, il faut se battre. Enfin, la troisième raison de l'intérêt d'être parmi vous aujourd'hui, ce sont les deux thématiques de travail que vous avez développées et qui sont au cœur de nos priorités, la sécurité et le logement. Concernant la sécurité, vous pouvez être sûr de la mobilisation du ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et de toutes ses équipes et de moi-même sur ce sujet. C'est l'avantage d'ailleurs à ceux qui m'ont qualifié de demi-ministre ou de ministre au rabais, c'est l'avantage du rattachement des Outre-mer à l'intérieur. Comme cela, je n'ai pas besoin de réunion ministérielle pour convaincre des moyens supplémentaires à déployer Outre-mer. Il y était déjà sensible, il l'est maintenant organiquement. Je suis d'ailleurs heureux d'annoncer l'envoi du RAID ce matin. La décision vient d'être prise à Mayotte. En complément de cette action, résolue, il nous faut aussi agir plutôt au sein du ministère délégué dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ou encore dans la prévention de la récidive en matière de lutte contre le narcotrafic notamment. Si les contextes et les racines de la violence diffèrent entre le territoire ultramarin, notre détermination est la même dans chacun de ces territoires, la fermeté. Je vous ferai l'économie de citer toutes les mesures qui sont dans la LOPMI, qu'a présenté le ministre de l'Intérieur, ni tous les moyens supplémentaires déjà déployés sur le terrain depuis quelques mois. Je ne mentionnerai que les 442 postes créés, les 4 escadrons de gendarmes mobiles à Mayotte, 210 postes créés et 7 escadrons de gendarmes mobiles en Guyane, l'envoi d'un préfet dédié à la sécurité en Martinique, la nécessité d'améliorer l'action de l'État en mer. Il faut que tous ces délinquants, tous ces trafiquants, tous ces meurtriers qui empoisonnent la vie et le développement économique des Outre-mer soient empêchés de nuire. Mais il y aura, si nous déclarons cette guerre à l'insécurité, il y aura des réactions. Oui, le temps est à la fermeté. Et la fermeté entraînera des difficultés à court terme. Mais c'est le seul moyen d'y aller à long terme. C'est le seul moyen de réussir. Et donc à tous ceux qui souffrent
de ces agissements insupportables, je dis travaillons ensemble. Le deuxième escadron qui a été envoyé en Martinique, et on va rassembler les deux escadrons, il est fait pour aller chercher les délinquants. Et si vous allez chercher les délinquants, il y aura de la bagarre. Acceptons la bagarre. Sinon, on va se coucher. C'est la même chose à Mayotte. J'ai fait, par ailleurs, du second thème de vos débats du jour, et je vous ai entendu, le logement, une priorité personnelle. J'ai été le Premier ministre des Outre-mer depuis des années à me rendre au congrès de l'USH à Lyon le 27 septembre. Je souhaite d'abord, et nous y sommes presque, que le conflit USH-UCHOM se termine. Je crois que l'UCHOM a évidemment sa place, mais il n'y a pas de raison de faire la guerre avec l'USH. On est en train d'y travailler, j'ai bon espoir d'y arriver. Un certain nombre d'entre vous connaissent la solution qui est proposée. Au cours de chacune de mes visites ces 4 derniers mois, j'ai fait des réunions spécifiques à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, bientôt en Guyane. Je salue Madame la maire de Saint-Laurent-du-Maroni pour ses efforts. Pourquoi le logement est-il si central? L'abbé Pierre disait « Gouverner, c'est d'abord loger son peuple ». C'est une phrase qui doit résonner pour nous. Or, nous le savons, le logement outre-mer est un défi gigantesque. Effectivement, la Cour des comptes rappelle que 80% des ménages sont éligibles à un logement social dans les DROM, terme que j'aime pas beaucoup non plus, dont 70% un logement locatif très social. Pourtant, seuls 15% ont la chance de pouvoir en bénéficier, alors que 70 000 ménages ultramarins éligibles sont en attente. Je voudrais dire que, au-delà de ce que je vais raconter, il y a un certain nombre de résultats dont vous pouvez être fiers et moi dont je suis fier. D'ailleurs, je n'y suis pas pour grand-chose puisque j'arrive. Mais acceptons d'être contents. Vous savez que je pense que quand on est élu, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça même, ça réconforte un peu et ça encourage pour l'action. Alors, ce que je constate, c'est que la LBU, qui a augmenté chaque année et qui va encore augmenter cette année, est désormais consommée depuis 2 ans. Elle est désormais consommée. Les problèmes sont gigantesques, je vais y revenir. Mais acceptons de se dire cela, que c'est déjà pas mal, que c'est mieux qu'il y a 3 ans. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un peu mon leitmotiv. Dire que ce qu'on a fait est déjà un premier pas est la condition pour avancer. Disons-le ensemble. Notre maison est le prolongement de nous-mêmes, le pilier sur lequel nous construisons nos vies, nous nous projetons dans le monde, et pourtant, un logement sur 7 est considéré comme indigne outre-mer. Comment affronter les défis extérieurs quand son propre foyer est parfois un territoire hostile? Où puiser la force d'apprendre, de grandir, de travailler, d'aimer dans ces conditions? Oui, nous ne logeons pas décemment un certain nombre de nos compatriotes ultramarins en situation précaire et, au-delà du problème de l'activité du BTP, surtout, nous entravons leur avenir. C'est cette réalité que nous ne pouvons pas nier, même si des progrès ont été faits. Nous ne devons pas céder à la fatalité, nous résigner devant l'ampleur de la tâche et des contraintes. Non, 3 fois non. Mes prédécesseurs, avant moi, avaient posé les jalons d'une action résolue avec la mise en place du plan de logement outre-mer. J'ai décidé de le proroger 1 an pour réfléchir à le rendre plus efficace. Je le dis, il y a trop de rapports, trop de commissions, trop de contrôles, pas assez de mesures concrètes, Monsieur le Président. Mais rassurez-vous, c'est souvent pareil en France, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il convient maintenant, dans ce nom horrible de PLOM 1, PLOM 2, PLOM 3, ça fait un peu PLOM, bon. On va essayer de le rendre plus efficace. Mais au-delà de cette prolongation, de cette reconstruction d'un plan de logement outre-mer, ce que je veux faire, c'est construire, réhabiliter, lutter contre les bidonvilles. La demande est gigantesque, les attentes sont fortes, le besoin est urgent. L'offre doit être au rendez-vous, tant en matière d'investissement que de ressources humaines pour mieux comprendre, mieux appréhender au plus près du terrain les besoins et les contraintes. L'État met sa part de financement. J'ajoute que dans ma tête, ce n'est pas un sujet financier.
La reconduction 2023 des 400 millions d'euros restants du plan d'investissement volontaire PIV Outre-mer d'Action Logement, qui s'ajoute à son apport, j'allais dire ordinaire, en est une preuve. Il faut que tous les acteurs s'y mettent. Les maires sont en première ligne pour relever ce défi majeur. Je réunis à ce titre, ce jeudi 25 novembre, au ministère, une conférence des bailleurs sociaux d'outre-mer, avec tous les bailleurs, les fédérations, les acteurs du logement social. Après 5 minutes pour faire part de mon insatisfaction devant un certain nombre de sociétés qui ne font pas leur job. Je pense à l'entretien, notamment. Je pense à leur non-volonté de se porter aménageurs sur les terrains sur lesquels ils pourraient construire. Nous réfléchirons et formulerons des propositions autour de 4 thèmes. Le coût des intrants dans la construction, l'adaptation des normes et la simplification de l'acte de construire, l'accès au foncier et la disponibilité de foncier aménagé, c'est là que se trouve sa place le CDPNAF, c'est là que trouve sa place pour la Guyane le fait que c'est le seul sujet qu'on n'a pas fait aboutir de l'accord de 2017 ou 19 sur le plan Guyane, sur le fait que le foncier, 250 000 hectares, dit l'accord, doit être donné aux collectivités locales. Alors comme l'administration française est bien foutue, on y a mis tant de conditions que ça n'arrive jamais. Je ne suis pas sûr que, en tout cas c'est un de mes combats, que pour donner ce terrain aux collectivités locales, il faille que ce soit l'État central qui dise oui ou non à un projet. Aujourd'hui, on me dit il n'y a pas de demande d'un côté, et de l'autre on me dit oui mais on ne nous les donne pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier cette affaire de donner les terrains aux collectivités locales de Guyane? Dans l'accord, il n'y avait pas écrit sous réserve de l'approbation du projet à mettre dessus. C'est quand même ce qui se passe. Donc là, je trouve que dans l'accès au foncier, c'est un vrai sujet. Enfin, le logement pour les besoins spécifiques. Tant les logements très sociaux à l'LTS, le prix du loyer, l'adaptation au vieillissement, l'adaptation au changement climatique et la résorption de l'habitat insalubre. L'état des centres-villes, le nombre de logements en déshérence, la multiplication des squats ou des bidonvilles sont présents mais très disparates. À Mayotte, en Guyane, la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre les constructions illégales sont la priorité. J'étais à Mayotte mi-août. Moi, je tiens à saluer le travail exemplaire, très difficile de services de l'État lorsqu'il procède à des opérations de décasage pour lutter contre les logements insalubres dans un climat de violence que vous connaissez. C'est une véritable reconquête de ces terrains, de ces territoires qu'il nous faut mener. C'est un enjeu social, économique et environnemental crucial. Ainsi, le ministère délégué chargé des Outre-mer a développé une offre de logement locatif très sociale avec des loyers très bas, mais ça peine à se mettre en œuvre en vrai, pour permettre de concurrencer les taudis et les méprisables marchands de sommeil. Je souhaite qu'une réflexion rapide soit menée pour disposer des outils permettant d'assouplir les procédures et faciliter ainsi les projets d'aménagement. Je pense par exemple à l'extension d'opérations d'intérêt national où je ne les fais pas pour que l'État reprenne la main, je veux les faire pour que l'État se mette derrière les élus. Madame le maire de Saint-Laurent sait que ça peut marcher, alors c'est une discussion parfois difficile, mais ça peut marcher. Je pense donc à l'extension d'opérations d'intérêt national, à de nouvelles zones outre-mer, et en priorité à Mayotte, avec l'accord des élus que je crois avoir obtenu. Je souhaite aussi, partout où cela est possible, que les bailleurs soient des aménageurs. Ce n'est pas la peine d'empiler les procédures, d'empiler les intervenants. Quand on peut le faire, plus vite, on le fait. Cela nous permettra davantage de réhabiliter les logements abandonnés et de revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs. Les bâtis en déshérence, les dents creuses, sont autant d'opportunités pour pallier l'indisponibilité du foncier. Ici, les programmes Action Cœur de Ville prennent tout leur sens avec 15 villes ultramarines concernées, dont 5 dans les Antilles. Le vieillissement de la population, particulièrement marqué aux Antilles, et c'est un de mes soucis forts. Guadeloupe, Martinique, Saint-Pierre et Miquelon. Il nous faut casser la décroissance de la population. Cela impose également une adaptation des logements sociaux au grand âge
en prenant en compte les habitudes locales d'accueil des personnes âgées au sein du foyer familial. Les discussions sont ainsi en cours pour voir comment mieux prendre en compte les contraintes des ultramarins dans le dispositif MaPrimeAdapt'. Il faudrait quand même qu'on fasse un peu adapter là-dessus. D'ailleurs, c'est écrit dans le texte. MaPrimeAdapt', pour l'adaptation du logement au vieillissement des populations. À La Réunion, il reste encore à construire massivement pour répondre à l'augmentation forte de la population. On a un sujet, vous le savez, qui est la bande littorale aux Antilles. Nous avons décidé, ensemble, avec les collectivités locales, de protéger l'action, de prolonger l'action qui est menée, pour clairement, en 2 ans, dire qui doit partir, qui peut rester. Qui doit partir doit se voir reconstruire un terrain, donner quelque chose. Qui doit rester doit se voir régulariser. Essayons d'aller vite, mais avec de la méthode. C'est ce que nous voulons faire sur la zone littorale, en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin. J'ajoute que le surpeuplement, je reviens à la Réunion, où le surpeuplement concerne 30% des Réunionnais. Ici, le développement d'une offre locative intermédiaire est à privilégier, tout comme des logements pour les jeunes, et une réflexion sur le lien entre habitation, formation et travail. Ces différences entre les DROM nécessitent absolument une territorialisation des politiques, et je le souhaite, une implication plus écoutée, plus performante, pourquoi ne pas le dire, des élus locaux. C'est tout l'enjeu du prochain plan sur le logement outre-mer. Plus simple, plus direct, plus facilitateur, moins de commissions, moins de rapports. J'ai souhaité que mon mandat à la tête du ministère des Outre-mer soit marqué par le signe du dialogue, de la co-construction avec les acteurs du terrain et donc avec vous. Cette démarche signifie à la fois une adaptation aux enjeux des territoires outre-mer, une différenciation en fonction de chaque territoire, comme nous venons de le voir, mais également une responsabilisation de tous. Tout ne peut pas être descendant. Même si la rue Oudinot est la maison des ultramarins, elle ne saurait en être la prison. Pour réussir ce défi, les élus locaux que vous êtes sont la base, le ciment de l'édifice. Construire des logements très sociaux, accompagner les ménages dans la réhabilitation de leurs logements, impulser avec des services de l'État plus volontaires les opérations de résorption de l'habitat insalubre. Cela passe notamment par un effort de pédagogie pour faire connaître les programmes, les aides, les plans, le président Repentin le disait, mais aussi pour faire remonter les priorités et organiser les concertations, identifier les axes d'action et surtout assurer le suivi des mesures et des plans adoptés. Dernier point que je souhaite aborder avec vous, la simplification des normes, qu'elles soient françaises ou européennes. Cette simplification permettrait non seulement de réduire les coûts de construction, mais également de favoriser l'essor d'un commerce local, régional, qui faciliterait enfin l'insertion économique des territoires ultramarins dans leur bassin. Or, le marquage CE est un frein évident pour la simplification et les échanges. C'est un dossier complexe, mais je crois pouvoir avancer pour adapter ce marquage. Un avancement qui ne réduise en rien, c'est aussi une évidence, les exigences en matière de sécurité, de durabilité des matériaux, mais qui soit plus adapté aux contraintes d'outre-mer. Je pense que construire une maison à Langogne, que je cite souvent, n'est pas la même chose que de le faire à Camopi ou à Mayotte. J'ai bon espoir. Si nous influons tous ensemble, j'ai bon espoir que la révision du règlement en cours au niveau européen permettra des avancées. Un dernier mot sur les finances des collectivités locales et je m'arrête. Ces finances sont indispensables à votre action, nous le savons. La situation financière de beaucoup de collectivités locales outre-mer est fortement dégradée. Notre objectif est de rééquilibrer les dépenses de fonctionnement pour retrouver ces marges d'investissement tout en réduisant les délais de paiement aux entreprises qui freinent l'activité économique et qui freinent la création de richesses. Sur tous ces points, ne vous trompez pas, je serai à vos côtés, non pas en cherchant à dicter de Paris un destin qui ne m'appartient pas, mais dans un accompagnement de vos objectifs et une nouvelle forme de contractualisation. C'est la volonté forte de Madame la Première ministre qu'il a exprimée dans les discussions du PLF 2023. Regardez-le, là aussi il n'y a pas de mal à se faire du bien.
C'est peut-être pas suffisant, mais l'effort qui a été fait au budget 2023 est historique par rapport à ce qui s'est passé depuis 10 ans. Cela passe par le rattrapage de la DACOM, la montée en puissance des quorums, et on a obtenu 30 millions d'un certain nombre, dont les 2 tiers, pourquoi le cacher, pour la situation de l'eau en Guadeloupe, qui est une catastrophe, mais je pense qu'on va y arriver, la pérennisation du FEI, l'appui technique du Fonds Outre-mer, la prolongation des CCT. C'est avec vous qu'on va faire la nouvelle étape de ces CCT que je continue, moi, à appeler contrat de plan, puisque je suis vieux, pour 2024-2027. Autant d'outils qui sont performants et qui seront plus performants si nous savons travailler ensemble. Je termine par l'octroi de mer. Ces ressources sont dynamiques. Nous avons atteint en 2022 ce qu'il y avait en 2018, c'est-à-dire que les crises de 2019, 20, 21 sont rattrapées. Elles permettent de compenser à l'évidence les effets de l'inflation sur les collectivités qui le touchent. Est-ce suffisant? Je ne crois pas. Il nous faut parler de sa refonte. C'est un des chantiers que le Président de la République a souhaité ouvrir lors de sa campagne et je pense qu'il a raison. L'objectif est bien de transformer l'économie ultramarine afin de la rendre créatrice de valeur, c'est-à-dire d'avenir pour nos jeunes. Cette refonte est un moyen, ce n'est pas un rêve, un moyen à la fois de conforter les ressources des collectivités locales, dont l'octroi de mer constitue actuellement une ressource essentielle, mais aussi de maintenir et de mieux orienter la protection de la production locale au profit d'une action écologique et dynamique, sans que cela, bien sûr, ne se fasse au détriment des consommateurs les plus fragiles. Par ses implications structurantes, une refonte ne peut être envisagée qu'après une concertation approfondie, tant avec les élus qu'avec les acteurs économiques. Énergie, fiscalité, responsabilité fiscale, recettes des collectivités, tout cela est lié. Il nous faut travailler ensemble avec vous sur le fond des sujets et dire non aux personnes toujours trop pressées. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Dans son roman « Un médecin de campagne », Balzac fait dire à son héros le sens du dévouement de la fonction des maires. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Pour lui, le courage civil et le courage militaire procèdent du même principe. Le soldat est appelé à donner sa vie d'un seul coup, le maire à la donner goutte à goutte. Il faut un vouloir continu, une ténacité sans pareille. Je pense aux maires, à vos collègues à Mayotte ou à certains endroits de Guyane. C'est très difficile en ce moment. C'est très difficile et je vous demande de temps en temps d'avoir une pensée pour eux, une volonté continue, une ténacité sans pareille pour ne pas se décourager devant la tâche. Mais je reconnais à tous votre courage civil qui n'a rien à envier aux plus braves de nos soldats. Avec Gérald Darmanin, nous savons pouvoir compter sur vous et sachez que nous accompagnons votre détermination. Il nous faut prendre ce tournant dans le monde moderne, ce tournant au cœur des crises, Si on continue comme avant au cœur des crises du monde, on est foutu. Tout cela peut paraître trop long et accentuer le désamour de nos concitoyens. Je vous demande de leur faire passer le message que nous sommes au travail ensemble et que, ensemble, nous croyons que nous réussirons. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Jean-François Carenco. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Jean-François Carenco. Quelques informations avant qu'on se sépare. Je crois qu'à l'invitation de l'AMF, vous êtes invité à un déjeuner, ici même. Et puis, je vous rappelle, on a évoqué le jeudi matin un forum avec Thierry Repentin, avec Emmanuel Cos, la présidente de l'USH, qui sera consacré au logement. Pendant le congrès, et puis tout un tas de rendez-vous à partir de demain matin où on vous attend. Bonne continuation.